Bonjour. 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 Donc, la présentation est partagée. Zineb, Oui, monsieur. donc, on commence. Donc, la dernière fois, on s'était arrêté au processus de création monétaire par les banques du second. Comment les banques commerciales peuvent créer de la monnaie. Donc, les banques commerciales créent de la monnaie scripturelle dans trois cas. Le premier cas, lorsqu'elles constatent des créances sur agent non bancaire, c'est-à-dire lorsqu'elles octroient des crédits aux ménages, aux entreprises, et ainsi de suite. Donc ces crédits sont sous forme, c'est-à-dire donnés aux ménages, aux entreprises pour acheter titres ou autres actions émises par ces agents. Donc le deuxième cas, c'est-à-dire les banques commerciales créent de la monnaie lorsqu'ils financent le trésor public, notamment par l'achat des bons de trésor et aussi par les facilités de caisse, ainsi de suite. Le troisième cas, c'est lorsque les banques commerciales échangent la monnaie nationale contre les devises. Donc, on va voir le premier cas. Supposons maintenant que le système bancaire se limite à deux banques, A et B, dont les bilans se présentent ainsi. Donc, à droite, nous avons le bilan de la banque B. Les dépôts à vue, c'est 500. C'est un engagement parce que les dépôts à vue appartiennent aux clients, aux entreprises. Ce sont des engagements de la banque. Les crédits, c'est les créances de la banque envers les clients. Et d'après ce premier bilan, on voit qu'il y a l'égalité. Ça veut dire que les dépôts font les crédits. Et la 500, et aussi, elle a octroyé 500 sous forme de crédit. La même chose pour la banque A. À droite, nous avons les dépôts à vue, 1000, et à gauche, les crédits 1000. Donc, on a un équilibre. C'est-à-dire sur la base des dépôts, des fonds détenus par la banque, elle octroyait les crédits. Donc la masse monétaire, c'est la somme des dépôts. 500 plus 1000, c'est 1500. La contrepartie de cette masse monétaire, c'est le crédit. Donc la part de marché de A et de B, A, c'est 2 tiers, c'est un 2000 en termes de masse monétaire. Et la banque B, elle a 500, donc c'est un tiers. Regardez maintenant. Tracez le bilan de la banque A lorsqu'elle accorde un crédit de 300 à un agent non bancaire 1. Le premier agent non bancaire 1. Passez aussi les écritures chez l'agent non bancaire, déduire la création monétaire nette ainsi que la masse monétaire globale. Donc, cette banque-là a accordé un crédit de 300. On va voir, c'est-à-dire le bilan de la banque A, les dépôts à vue. Au départ, c'était 1000. Maintenant, ont été augmentés de 300. Pourquoi? Parce que lorsque la banque va accorder un crédit, donc, elle va créditer le compte du bénéficiaire. Ça veut dire que son compte va augmenter de 300. Ça veut dire que les dépôts à vue vont augmenter de 300. Et dans l'autre partie, dans la partie des crédits, donc on aura une augmentation des crédits alloués à l'agent non bancaire 1 de 300. Au départ, on avait 1000, c'est-à-dire dans les dépôts à vue. Maintenant, c'est 1000 plus 300. Et les crédits, c'est 1000 plus 300. Chez l'agent non bancaire. Dans son passif, c'est une dette envers la banque de 300. Mais son compte en banque a été, c'est-à-dire augmenté de 300. Donc la banque a accordé un crédit à cet agent non bancaire. Ça veut dire que son compte va augmenter de 300. Lorsque la banque octroie du crédit, elle ne vous donne pas un chèque. Parce que tu es toujours un client de cette banque. Tu as un compte auprès de cette banque. Qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va augmenter
votre compte du montant demandé au crédit. Donc, on aura dans les dépôts à vie tenus par les banques une augmentation de 300 et dans la partie des crédits aussi une augmentation, c'est la contrepartie, une augmentation de 300, mais c'est-à-dire dans le bilan de l'agent non bancaire, donc, elle a une dette parce qu'elle a obtenu ce crédit. Ce crédit, c'est une dette envers la banque de 300. Mais aussi, son compte bancaire a augmenté de 300. Donc, à n'importe quel moment, il peut utiliser ce montant-là, soit pour faire les achats, soit pour le paiement des services, ainsi de suite. Donc, il y a une création nette de la monnaie scripturelle de 300. C'est une création de la monnaie scripturelle. C'est juste des écritures. L'argent n'est pas encore, c'est-à-dire retirer le montant. C'est juste des écritures. Donc, on a une augmentation de 300. Mais pour la masse monétaire, au départ, c'était 1500. Les dépôts. La masse monétaire dans les deux banques. Dans cette économie-là, on a deux banques, A et B. Donc la masse monétaire, c'est 1500. Maintenant, lorsqu'on a une augmentation de 300, c'est 1500 plus 300, c'est 1800. Supposons maintenant que l'agent ANB1, l'agent non bancaire, par la suite a remis un chèque de 150 à sa banque. C'est-à-dire, elle a commencé à rembourser son crédit. Et nous avons déjà dit que les crédits, c'est-à-dire créer la monnaie, mais le remboursement de ces crédits-là, c'est-à-dire conduisent à la destruction, les crédits conduisent à la destruction de la monnaie, de la création monétaire. Donc, lorsqu'elle a remboursé, donc on aura une destruction de la monnaie. Quelles sont les écritures à passer à l'occasion de cette opération de remboursement? Commenter les implications de cette opération sur la masse monétaire. Donc la banque A et l'agent non bancaire. Maintenant, l'agent non bancaire a remboursé à la banque A une partie du crédit qui s'élève à 150. Donc, dans le bilan de cet individu, de cet agent-là, on aura une baisse de la dette de moins 150 et aussi une baisse de son compte bancaire dans la partie actif de 150 parce qu'il a payé ou parce qu'il a donné un chèque de 150 à la banque. Ça veut dire que les dépôts de cet agent-là auprès de la banque vont baisser du montant du chèque, de 150. Ça veut dire que son compte va baisser de 150. Maintenant, chez la banque A, regardez, la même chose. Les dépôts à vie qui constituent un engagement de cette banque-là vont baisser de 150. Et les crédits dans la partie de l'actif aussi vont baisser de 150 parce que l'agent a déjà remboursé avec un chèque qui s'élève à un montant de 150. Donc ce remboursement a entraîné une baisse de la quantité de monnaie en circulation et donc une destruction de la masse monétaire. La masse monétaire s'élève au départ, avant cette opération, à 1800. Moins maintenant le remboursement, qui est 150, on aura 1650. Donc maintenant, la masse monétaire, c'est 1650. C'est la raison pour laquelle on dit que les crédits, c'est-à-dire conduisent à la création monétaire,
Et le remboursement de ces crédits-là conduit, c'est-à-dire à la destruction monétaire. Supposons cette fois-ci que le client n'avait pas remis ce chèque à la banque, mais l'a utilisé pour régler son fournisseur l'agent non bancaire de. Ça veut dire, au lieu que cette personne-là va rembourser son crédit, elle va payer, c'est-à-dire un autre agent, avec ce chèque qui s'élève à 150. Commenter les implications de cette opération sur la masse monétaire dans les deux cas suivants. Dans le premier cas, supposons que l'agent non bancaire 2 détient son compte à la banque A. On sait bien que l'agent non bancaire 1 détient un compte auprès de la banque A. Maintenant, cette personne-là va payer un fournisseur qui est un agent non bancaire 2 avec ce chèque qui s'élève à 150, et c'est-à-dire l'agent non bancaire 2 détient un compte dans la même banque. C'est le premier cas. Le deuxième cas, lorsque l'agent non bancaire détient un compte dans une banque, dans la banque B, c'est-à-dire une autre banque. Et on va discuter, c'est-à-dire le déroulement de ces opérations-là selon ces cas. Le premier cas, si cet agent non bancaire détient son compte à la banque A, le montant global des dépôts auprès de cette banque reste inchangé. C'est juste, c'est-à-dire un déplacement des montants dans les comptes. C'est juste un changement d'écriture, puisque l'agent non bancaire 2 et l'agent non bancaire 1 détiennent, c'est-à-dire leur compte, dans la même banque. Donc, est-ce qu'on aura un changement sur le nom, c'est-à-dire le montant des dépôts? Non. Parce qu'il s'agit juste d'un changement d'écriture, d'un déplacement, c'est-à-dire d'un montant d'un compte vers un autre, dans la même banque. Donc, les dépôts auprès de la banque seront inchangés. Le deuxième cas, c'est au contraire, ce fournisseur a un compte auprès d'une autre banque B. Donc, il va remettre le chèque à celle-ci. Ça veut dire le fournisseur qui a pris le chèque auprès de l'agent non bancaire A va déposer son chèque auprès de sa banque, liée à la banque B. Donc, à celle-ci, qui crédite son compte en transformant la monnaie scripturale créée par A en sa propre monnaie. Monnaie scripturelle B. Ça veut dire, lorsque la banque va recevoir, va encaisser avec le chèque de la banque B, qu'est-ce qu'elle va faire? Il va augmenter le compte de son client, l'agent non bancaire 2, du montant du chèque. Et à la suite du système interbancaire marocain de télécompensation, donc télécompensation, donc ils se réunissent chaque mercredi pour échanger donc les chèques. C'est les représentants de chaque banque, Tijari Wafa Bank, Chabi, le BMCE, Crédit du Maroc, ainsi de suite. Et c'est-à-dire ils se réunissent et échangent les chèques. Les deux banques régularisent leur situation comptable. Il y a, par exemple, d'abord, supposons que la deuxième banque a ce chèque-là qui s'élève à 150. Et supposons maintenant que la banque A un chèque,
c'est-à-dire de la banque B, qui s'élève à 200. Télécompensation, ils vont échanger les chèques où la banque B va régler la différence. Dès que c'est 50, il va donner 50 à la banque A. Donc, une fuite de 150 de la monnaie scripturale de la banque A est intervenue hors du réseau de la banque A. Le transfert de cette somme de la banque A à la banque B ne signifie pas une nouvelle création monétaire, mais juste un changement de propriétaire d'une telle somme. C'est-à-dire le changement de la monnaie scripturale créée par la banque A avec le chèque. Est-ce qu'on a une création monétaire? Non, c'est juste un changement. Parce que c'est quoi la masse monétaire au niveau global? La masse monétaire, nous avons donné un exemple des deux banques en disant que ces deux banques-là représentent l'économie. C'est juste pour simplifier. On va dire que ces deux banques-là représentent l'ensemble des banques de l'économie. Et nous avons dit que la masse monétaire, c'est la somme des dépôts à vue. Dans la réalité, on a plusieurs banques. Donc la masse monétaire, c'est la somme des dépôts à vue liés l'ensemble des banques. Et si on va changer juste le transfert du montant d'un banque à un autre, c'est juste un changement de compte. La masse monétaire, c'est l'ensemble des dépôts. Donc, on n'aura pas un changement. On n'aura pas une création, plutôt dit. C'est juste un changement. Donc, le transfert de cette somme de la banque A à la banque B ne signifie pas une nouvelle création monétaire, mais un changement de propriétaire d'une telle somme. À l'issue de cette opération, le compte de l'agent non bancaire A est débité de 150. Pourquoi est débité? Ça veut dire que son compte va baisser de 150. Parce que c'est celui qui a donné le chèque à l'agent non bancaire 2. Et celui de l'agent non bancaire B2 est crédité. Et on dit son compte a débité, ça veut dire que son compte va baisser. Et lorsqu'on dit son compte a été crédité, c'est-à-dire ça veut dire que son compte va augmenter. Le compte courant de la banque P au niveau de la banque centrale est crédité. Oui, c'est logique, parce que c'est la banque qui a encaissé le chèque. B, c'est la banque de deuxième, c'est-à-dire du deuxième agent. Donc son compte va être crédité auprès de la banque centrale. Parce que nous avons déjà dit que la banque centrale, c'est la banque des banques. Chaque banque commerciale a un compte auprès de la banque centrale. Là où il y a les réserves. Réserves obligatoires, excédentaires, les dépôts, ainsi de suite. Donc le compte de la banque B auprès de la banque centrale va augmenter. Alors que celui de la banque A est débité, va baisser du montant suite à cette opération qui est le paiement par un chèque bancaire de l'agent non bancaire 1, c'est-à-dire A au fournisseur qui est l'agent non bancaire 2. Et ce dernier, c'est-à-dire ce dernier agent, c'est un client de la banque B. Ça veut dire que la banque B, c'est la banque qui va encaisser ce chèque-là. Donc son compte va être crédité, son compte va augmenter. Par contre, la banque B et la banque A, du premier agent qui a payé avec le chèque, va être débité. Ça veut dire que son compte va baisser.
Donc, le compte courant de la banque B au niveau de la banque centrale est crédité de 150, alors que celui de la banque A est débité du même montant. Lorsque son compte créditeur enregistre une somme inférieure à 150, regardez. Maintenant, le compte bancaire, le compte de la banque A va être débité auprès de la banque centrale. Ça veut dire débité. Son compte va baisser de 150. Supposons que cette banque-là n'a pas assez de fonds, c'est-à-dire dans son compte. Mandèche dit que 150. Qu'est-ce qu'il va faire? Il a une possibilité de rechercher le refinancement. J'ai Mandèche là, parce que sur la base des dépôts, les banques octroient des crédits. Supposons qu'elle a déjà octroyé des crédits, donc il n'a pas, c'est-à-dire instantanément, dès que le montant de 150. Donc il doit chercher le refinancement. Le refinancement auprès de la Banque centrale. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'il va chercher des crédits. C'est des fonds financés auprès de la Banque centrale avec le taux directeur. Pourquoi? Pour faire la couverture de son qui va être débité. La Banque centrale va être 150. Donc, c'est au moins 150 de la Banque centrale. La Banque centrale, elle est avec le taux directeur. C'est un mécanisme de la Banque centrale pour limiter l'octroi de crédit. Je dois appliquer le taux directeur. À ce moment-là, les banques commerciales, à leur tour, ils doivent appliquer le taux d'intérêt, qui est généralement un taux supérieur par rapport au taux directeur pour réaliser des bénéfices. Donc, si la Banque centrale, qui est l'institution qui contrôle la stabilité des prix et la quantité de la monnaie en circulation dans la monnaie, si elle constate qu'il y a un excès de quantité, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va augmenter le taux directeur. La pochette 150, la banque centrale, la banque commerciale, il est obligé de prendre avec pour faire la couverture. Donc, elle va prendre avec le crédit sous forme de refinancement. Et à son tour, lorsqu'il veut octroyer des crédits aux clients, il va appliquer un taux supérieur. Ce qui n'est pas encourageant pour les consommateurs et les investisseurs, c'est-à-dire de prendre des crédits. Qu'est-ce qu'on aura? Une baisse de la création monétaire et donc une baisse de la quantité de monnaie en circulation. Parce que l'objectif de la Banque centrale, c'est quoi? C'est l'équilibre entre la quantité de monnaie en circulation et l'activité économique pour ne pas avoir l'inflation. Parce qu'un excès de quantité de monnaie en circulation conduit à l'inflation. Donc, le compte courant de la banque B au niveau de la banque centrale est crédité de 150, alors que celui de la banque A est débité du même montant. Lorsque son compte créditeur enregistre une somme inférieure à 150, la banque A sera obligée de se refinancer sur le marché monétaire pour alimenter son compte. Le marché monétaire, ça veut dire avant d'aller vers la banque centrale pour chercher le refinancement, elle peut, c'est-à-dire chercher ce refinancement-là auprès des autres banques. Le marché interbancaire. C'est quoi le marché interbancaire? C'est la confrontation entre l'offre et la demande de la monnaie auprès des banques, qui confierait les banques ou la banque centrale. C'est le marché interbancaire. Maintenant, supposons que la banque a une insuffisance. Elle a une
insuffisance, c'est-à-dire de fonds, pour faire la couverture de 150, par exemple. Qu'est-ce qu'il va faire? Il va appeler la banque Chebi. Allô, واش عندكم des excédents واش يمكن لكم تسلفونا واحد تكون السلف. Oui, on va vous donner à 150, mais avec un taux de 3% par exemple. C'est-à-dire dans la majorité des cas qui connaissent le taux le marché interbancaire qui connaît plus bas par rapport au taux directeur appliqué par la Banque centrale. Allège, pourquoi? Donc c'est un mécanisme c'est-à-dire de la politique monétaire pour, c'est-à-dire absorber le maximum possible de la liquidité dans le marché interbancaire. Et le recours à la Banque centrale constitue, c'est-à-dire la dernière solution pour ces banques. Pourquoi? Parce que le taux appliqué dans le marché interbancaire, c'est un taux lié, c'est le TMP, le taux du marché monétaire pondéré. C'est quoi? Donc sur la base des avances à 7 jours, à 24 heures, on va voir ces avances-là en S4. Donc les avances ou la quantité de monnaie déterminée par la Banque centrale sont liées à la détermination du taux sur le marché interbancaire. Si la Banque centrale constatait qu'on doit injecter plus de monnaie, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va augmenter les avances à 7 jours, à 24 heures, ainsi de suite. Pourquoi? Parce que dès que les banques vont recevoir des fonds aidants, donc normalement, elles auront des excédents. Et lorsqu'on a un excès d'offres dans le marché monétaire, on a un excès d'offres dans le marché interbancaire. Donc le taux le marché interbancaire, le TMP, va baisser. Et lorsqu'on a une baisse, ça veut dire que les banques peuvent aussi à leur tour baisser le taux de crédit. Et lorsqu'on a une baisse des taux de crédit, c'est la création monétaire. Les banques vont octroyer plus de crédit aux ménages et aux entreprises. Donc, ce sont les instruments de la politique monétaire. C'est quoi la politique monétaire? C'est un ensemble des instruments utilisés par la Banque centrale. Pourquoi? Pour réaliser l'objectif principal qui est la stabilité des prix. Comment on peut réaliser l'objectif? C'est grâce à la quantité de monnaie en circulation. Si on a un excès, c'est l'inflation. Si on a une baisse, c'est le freinage de l'activité. Donc, la Banque centrale cherche à avoir l'équilibre entre économique pour ne pas avoir l'inflation comme ne pas avoir un freinage de l'activité. C'est ça l'objectif. Et la Banque centrale utilisait un ensemble des instruments. Parmi ces instruments, c'est les avances, c'est le TMP, c'est le taux directeur, ainsi de suite. Et c'est la banque qui décide la quantité de monnaie à injecter ou absorber. À travers aussi les swaps de change, et ainsi de suite. Mais vous devez, c'est-à-dire savoir que le rôle de la Banque centrale, c'est la stabilité. La stabilité des prix, elle est obtenue par le contrôle de la Banque centrale, contrôle cette quantité de monnaie. S'il constatait qu'il y a un excès, elle va utiliser ces instruments pour limiter la création monétaire, limiter les crédits. À travers quoi? À travers l'augmentation des taux directeur, à travers la baisse des avances, donc je sais que les banques changent, on va voir ça. Ce sont des instruments pour un seul objectif, qui est la stabilité des prix. Et la stabilité des prix et le prix
grâce contrôle la quantité de l'eau. Maintenant, on va voir à l'écriture. La banque A, regardez. Les dépôts à vue au départ s'élèvent à 1000. Maintenant, le crédit qui a été octroyé à NBA, 300. Dans la contrepartie, les crédits 1000. Les crédits à l'agent NBA, c'est 300, plus 300. Maintenant, cet agent-là a remboursé son crédit de 150. Donc, les dépôts à vue de cette personne-là ou de cet agent-là vont baisser de moins 150, n'est-ce pas? Et puisqu'il a payé la banque avec un chèque, ça veut dire que son compte, dans la partie de l'actif, son compte à la banque, c'est-à-dire son compte, non, regardez, cette personne-là, cet agent, l'agent non bancaire B1, nous avons dit dans le deuxième cas qu'il a payé à notre fournisseur qui a une autre banque, il y a la banque B. Regardez, le compte de la banque A à la banque centrale dans l'actif du bilan de la banque A. Regardez l'actif de la banque A. Le compte de cette banque-là à la banque centrale va baisser de moins 150. Pourquoi? Parce que cette personne qui est un client, cet agent non bancaire 1, c'est un client de la banque A payé avec un chèque un fournisseur agent non bancaire 2 qui a un autre compte dans une autre banque B. Maintenant, on va voir le bilan de la banque B. Au départ, les dépôts à vie s'élèvent à 500, les crédits à 500, c'est la contrepartie. Donc, puisque ce fournisseur qui est l'agent non bancaire B2 a reçu un chèque auprès de l'agent non bancaire B1 de 150, donc les dépôts à vue de cet agent-là vont augmenter de 150 parce que la banque B a encaissé le chèque. Et le compte de la banque B, parce que nous avons déjà dit que chaque banque commerciale a un compte auprès de la banque centrale. Donc le compte de la banque B à la banque centrale va augmenter de 150. N'est-ce pas? Maintenant, auprès de la banque centrale, puisque la banque centrale, c'est la banque des banques, elle a les deux comptes, la banque A et la banque B. Et puisque c'est la banque B qui a encaissé le chèque, donc son compte va être crédité, va augmenter de 150. Par contre, le compte de la banque A va être débité. De 150. Donc, à la suite de ces opérations, la masse monétaire s'élève toujours monétaire. Mais avant d'entamer cette partie-là, on aimerait bien faire un petit rappel pour que vous puissiez toujours avoir, c'est-à-dire ce fil conducteur entre les parties. Premièrement, qu'est-ce que nous avons vu? Nous avons discuté c'est-à-dire le rôle et le poids de la monnaie dans l'économie. La monnaie comme un instrument d'échange, comme un moyen d'épargne et aussi comme une unité de valeur qui permet de mesurer
ou là de déterminer les valeurs des produits et des biens et des services. Et nous avons aussi discuté l'évolution historique de la monnaie, notamment à partir du troc vers la monnaie marchandise, la monnaie métallique avec ces systèmes monométalliques, bimétalliques, ainsi de suite, et les états en parallèle. Et aussi, nous avons discuté la monnaie fiduciaire et la monnaie électronique. Puis, nous avons discuté les secteurs qui détiennent la monnaie et les secteurs neutres et les secteurs qui émettent la monnaie. Après, nous avons vu ce que ça veut dire la masse monétaire, les agrégats, la composition de chaque agrégat, la composition de M1, la composition de M2, la composition de M3. Puis, nous avons aussi discuté PL1, PL2, PL3. Et nous avons dit que ces agrégats-là servent comme des indicateurs statistiques qui permettent à la Banque centrale de prendre des décisions concernant la quantité de monnaie en circulation. Par exemple, si la Banque centrale constate qu'il y a un excès de quantité en circulation, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va limiter la création monétaire avec la baisse ou avec la baisse, c'est-à-dire des avances ou l'augmentation des taux directeurs et ainsi de suite. ما تقطعوش juste واحد 2 minutes. Donc bonjour.
nous avons dit que... Zineb, est-ce que vous m'entendez? Oui, monsieur. Donc, nous avons dit que le rôle de la monnaie, Aussi l'écran. c'est l'écran. Mhm. Maintenant, il est partagé? Oui, seul. Zineb, il est partagé? Oui. Zineb, Oui. oui. Donc, il est partagé. L'écran est partagé. Oui, monsieur. Oui. Donc, c'est-à-dire pour vous tenir le fil conducteur, nous avons discuté c'est-à-dire au départ, le rôle de la monnaie, la position et l'importance de la monnaie. Après, on a enchaîné vers les formes et les fonctions de la monnaie. Nous avons dit que la monnaie constitue un instrument d'échange, un instrument d'unité de valeur, un moyen d'épargne, et ainsi de suite. Ce sont les fonctions d'une monnaie. Après, nous avons discuté, c'est-à-dire l'évolution historique c'est-à-dire des formes de la monnaie, notamment à travers le troc, la monnaie marchandise, la monnaie métallique, la monnaie fiduciaire, la monnaie scripturelle et aussi la monnaie électronique. Et nous avons aussi discuté la masse monétaire, c'est-à-dire les agrégats. Et nous avons dit que les agrégats sont des indicateurs statistiques qui permettent à la Banque centrale, c'est-à-dire de quantifier la quantité de la monnaie en circulation, ce qui permettait à la Banque centrale de prendre les bonnes décisions concernant soit l'augmentation ou l'injection de la liquidité, soit l'absorption de la monnaie. Donc, et aussi, nous avons vu les agrégats de placement liquide, PL1, PL2, 3. Et aussi, nous avons discuté la masse monétaire et les contreparties de la masse monétaire, c'est-à-dire la partie derrière la création de la masse monétaire. Et nous avons aussi discuté les secteurs qui détiennent la monnaie, qui émettent la monnaie, et les secteurs neutres. Maintenant, on discute la création monétaire. Au départ, nous avons fait cette introduction concernant, c'est-à-dire la création monétaire nous avons déjà vu la création monétaire par la Banque centrale, par le Trésor public. Maintenant, on est en train c'est-à-dire de voir la création monétaire par les banques commerciales. Et nous avons dit que, c'est-à-dire lorsqu'on a un changement juste de la monnaie scripturelle, ça ne va pas dire qu'il y a une création monétaire, mais c'est juste un changement d'écriture. Et lorsqu'on a, c'est-à-dire, et on a discuté aussi le changement de c'est-à-dire de cette monnaie scripturelle lorsqu'on a deux banques différentes et lorsqu'on a la même banque pour les clients. Maintenant, c'est-à-dire on va discuter la dynamique du diviseur et du multiplicateur de crédit. Ces deux mécanismes de multiplicateur et de diviseur de crédit portent sur la relation qui existe entre la création monétaire par les banques de second rang et la création monétaire de la Banque centrale. Ces deux mécanismes permettent de savoir qui des banques commerciales ou la Banque centrale joue un rôle déterminant dans la création monétaire. C'est-à-dire, à travers le calcul, on va voir après, dans ces dynamiques-là, on va
c'est-à-dire toucher de peu près la création, que ce soit par les banques commerciales ou la banque centrale. Est-ce que le processus de création monétaire est déterminé par les interventions des autorités monétaires, c'est-à-dire la banque centrale? Au contraire, ce sont les banques commerciales qui créent la monnaie et cherchent ex post après à constituer les réserves qui leur permettront de faire face aux fuites. Si la monnaie banque centrale constitue un préalable à la création de monnaie scripturelle, on dit que l'offre de monnaie est exogène. Si la monnaie banque centrale constitue un préalable à la création, ça veut dire que, supposons que les banques commerciales, ou que la banque A n'a pas assez de fonds dans son compte auprès de la banque centrale, et s'il va chercher le refinancement auprès de la banque centrale pour octroyer les crédits, par exemple, on dit que lorsque la banque commerciale va octroyer donc les crédits, c'est une création monétaire. Mais c'est une création monétaire sur la base d'une offre exogène. Parce qu'elle a cherché le refinancement auprès de la banque centrale. Dans le deuxième cas, c'est-à-dire l'offre endogène, par exemple, supposons qu'une personne, c'est-à-dire une personne qui a une somme d'argent, va déposer de la somme d'argent auprès de sa banque. Elle a par exemple 1000 dirhams, elle a déposé 1000 dirhams dans sa banque. À ce moment-là, la banque, elle a un client qui a demandé un crédit de 1000 dirhams. Donc la banque commerciale, elle cherche toujours à réaliser des bénéfices. Elle va prendre avec 1000 dirhams, elle va octroyer un crédit de 1000 dirhams à la personne qui a demandé ce montant-là. Donc c'est une création monétaire. N'est-ce pas? C'est une création endogène. Parce que la banque commerciale n'a pas cherché le financement ou le refinancement auprès de la banque centrale. Si les banques font des crédits et qu'elles cherchent après à se refinancer, alors l'offre de monnaie est dite endogène, induite par les banques commerciales. C'est les banques commerciales qui créent. Donc, je pense qu'on va s'arrêter à ce point-là. Et après, à la séance prochaine, on va discuter des mécanismes avec, c'est-à-dire des illustrations pour des études de cas. Parce que cette partie, c'est-à-dire on doit l'assurer, c'est-à-dire dans une seule séance, pour que vous puissiez, c'est-à-dire tirer le maximum en termes de compréhension. Donc, Zine, est-ce que vous m'entendez? Oui, monsieur. Donc, à la séance prochaine, Inch'Allah. D'accord, Inch'Allah. Salam. Merci.